Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer un peu les bases du pentesting sur Azure. Un sujet, bon, qui peut paraître un peu complexe au premier abord. Pour ça, on va s'appuyer sur une série de questions-réponses assez ciblées. Un peu comme une fiche de révision rapide. Notre but, en extraire l'essentiel, quoi. Comprendre comment on teste la sécurité d'Azure et puis, bien sûr, comment on s'en protège. Prêt? Alors, on y va. Et on démarre avec un point qui surprend souvent un peu, la vitesse. Il paraît que la ligne de commande, la CLI, c'est souvent plus rapide que de cliquer partout dans l'interface graphique pour un pentester. C'est vrai ça? Oui, tout à fait. Et c'est crucial en fait, parce qu'en sécurité offensive, l'efficacité, la rapidité, c'est vraiment clé. La CLI, ça permet d'automatiser, de scripter des tâches qui seraient hyper répétitives à la main via l'interface graphique. Pensez à lister tous les utilisateurs Azure ou vérifier des permissions spécifiques sur des dizaines de ressources. Une commande et hop, alors qu'en cliquant, bon courage. C'est un gain de temps énorme. D'accord, d'accord. C'est vraiment l'automatisation et l'enchaînement rapide qui font la différence. Ok. Un autre outil qui est mentionné, GoBuster. Les notes disent True. GoBuster is used for directory and file brute forcing. Pour trouver des fichiers des dossiers cachés. C'est ça? Exactement. GoBuster, c'est un outil de brute force. Il va tester plein de noms de fichiers et de répertoires courants à partir d'une liste, une word list. Et ce qui est fascinant ici, c'est l'importance de découvrir ce qui n'est pas censé être visible. Parfois, on tombe sur des fichiers de config oubliés, des sauvegardes, des points d'API pas documentés, des pépites pour un attaquant potentiel, même sur Azure. Ah oui, je vois, des portes un peu oubliées, quoi. C'est ça, une étape de reconnaissance fondamentale. Et ça nous amène justement aux techniques offensives. Les sources en citent deux principales, hein, le vulnerability scanning, donc le balayage de vulnérabilité, et puis l'exploitation. Quelle est la différence simple pour quelqu'un qui découvre? Alors, le balayage, le scanning, c'est un peu comme faire une reconnaissance. On utilise des outils type Nessus, par exemple, ou même des choses intégrées à Azure pour identifier les failles potentielles. C'est une recherche large. L'exploitation, c'est l'étape d'après. Une fois qu'on a repéré une faille qui semble intéressante, eh ben, on essaye activement de l'utiliser pour pénétrer le système, pour obtenir un accès, pour faire quelque chose. D'accord. Donc scanner, c'est trouver la porte, exploiter, c'est essayer de l'ouvrir. En gros, oui, c'est une bonne image. Très clair. Bon, passons côté défense maintenant. Un cas très concret. On reçoit un email qui a l'air de venir de Microsoft et qui demande des identifiants Azure. Réaction. Ah, la réponse est simple et doit être automatique. On ne clique sur rien, jamais. On ne répond pas non plus, on transfère immédiatement à l'équipe de sécurité interne, s'il y en a une, ou on applique la procédure définie. C'est très probablement du phishing, une tentative d'usurpation. Même si ça a l'air très officiel. Surtout si ça a l'air officiel et que ça demande des identifiants ou une action urgente. Le risque de compromission d'un compte Azure est juste énorme. Donc, méfiance absolue et vérification par un autre canal toujours. Compris. Autre point de défense essentiel, la validation des entrées. Le but serait d'identifier des vulnérabilités comme l'injection SQL ou le XSS. L'exemple donné, c'est de taper OR 1 égale 1. Ça peut paraître un peu technique, ça, non? Oui, ça l'est un peu, mais l'idée derrière est simple. Ça revient à vérifier que l'application web, celle qui tourne peut-être sur Azure, ne fait pas confiance aveuglément à ce que l'utilisateur tape dans un formulaire, par exemple. Ce fameux OR 1 égale 1, c'est un grand classique pour tester si on peut manipuler la requête SQL dernière. Si l'application ne nettoie pas, ne valide pas correctement cette entrée, l'attaquant pourrait récupérer des données SQI ou injecter du code dans le navigateur d'autres utilisateurs XSS. D'accord, donc il faut filtrer ce qui rentre. Exactement. C'est une hygiène de base en développement web, critique pour la sécurité. Parlons réseau maintenant. Dans Azure, avant même de déployer des machines ou des services, un élément est jugé essentiel. Les Security Groups, ou groupes de sécurité réseau, NSG. C'est quoi leur rôle? Pensez à eux comme à des videurs très stricts à l'entrée de vos machines virtuelles ou de vos sous-réseaux dans Azure. Ils définissent des règles très précises. Qui a le droit de parler à qui et sur quel port? Par exemple, autoriser le trafic web entrant sur le port 443, mais bloquer tout le reste. C'est un pare-feu interne, en quelque sorte, indispensable. Et si on veut avoir une vue d'ensemble de ce qui est déjà déployé? Parce que ça peut vite devenir complexe, Azure. Il y a l'Azure Resource Graph Explorer qui est mentionné. Ah oui, ça c'est un outil extrêmement puissant. Imaginez des centaines, des milliers de ressources.
VM, base de données, compte de stockage. Resource Graph Explorer permet de lancer des requêtes sur tout cet inventaire pour chercher des configurations spécifiques, par exemple, liste-moi toutes les machines virtuelles qui ont un port RDP ouvert sur Internet. C'est génial pour l'audit, la conformité et repérer vite des erreurs de config. Ok, ça aide à y voir plus clair dans le fouillis potentiel. Tout à fait, une visibilité globale essentielle. Et pour une surveillance plus automatisée, en continu, il y a Azure Security Center, qui s'appelle maintenant Microsoft Defender for Cloud. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Lui, c'est plutôt le système d'alarme intelligent et le conseiller en sécurité. Il surveille l'environnement en permanence. Il détecte les menaces actives, les comportements anormaux, les configurations dangereuses qui auraient pu passer entre les mailles du filet. Et surtout, il alerte. Il envoie des emails, c'est ça? Oui, entre autres. Il peut envoyer des notifications par email, s'intégrer à des systèmes de ticketing, etc., pour que les équipes de sécurité réagissent vite. Et il donne aussi des recommandations pour améliorer la posture globale. Bon, et dernière étape, le pentest est terminé, on a un rapport avec des vulnérabilités. La priorité, d'après les notes, c'est d'analyser et de prioriser ces résultats. Pourquoi ne pas corriger tout de suite? Parce que toutes les vulnérabilités ne sont pas égales. Une faille peut être techniquement complexe, mais très difficile à exploiter dans le contexte réel ou avoir un impact très limité. Une autre, peut-être plus simple, pourrait donner un accès direct à des données critiques. Donc avant de se lancer dans les corrections, il faut absolument comprendre le risque réel associé à chaque trouvaille. Quel est l'impact potentiel sur le business ? Quelle est la probabilité d'exploitation? C'est ça qui permet de prioriser intelligemment et de traiter le plus urgent d'abord. C'est fondamental pour une rémédiation efficace. D'accord, c'est logique. Ne pas se précipiter, mais bien évaluer avant d'agir. C'est ça. Bon, alors, si on devait résumer les points clés de cette exploration rapide, on a parlé de l'efficacité de la CLI pour l'automatisation, Mhm. la méfiance indispensable face au phishing, la différence importante entre scanner et exploiter une faille, Oui, l'importance critique des security groups pour le réseau et de la validation des entrées pour les applications, tout à fait. l'utilité d'outils comme GoBuster pour la reconnaissance, Resource Graph Explorer pour la visibilité et Defender for Cloud pour la surveillance. Exact. Et enfin, cette nécessité de prioriser après un pentest. Yes. Ça fait pas mal de choses quand même. Oui, mais ce sont vraiment les piliers pour commencer à comprendre la sécurité dans Azure. Maîtriser ces bases, c'est la première étape indispensable pour sécuriser efficacement son environnement cloud. Et peut-être pour aller un peu plus loin, une question à laisser en suspens. Au-delà des outils, des techniques qu'on a vues, finalement, à quel point est-ce que la culture de sécurité, la sensibilisation des équipes qui gèrent Azure au quotidien, influence réellement l'efficacité de toutes ces mesures? Une question qui dépasse le purement technique, je pense. Voilà qui conclut notre discussion pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis.